Sébastien pour cette brillante présentation. Le débat est ouvert. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, une liste d'intervenants. Bon. Merci monsieur le modérateur. Je voudrais également féliciter Sébastien pour sa brillante présentation. N'est-ce pas des questions, mais c'était sur 3 points. Il a commencé par la gestion du temps. Et je pense qu'il y a une chose dont nous ne sommes pas conscients, et je regrette vraiment, c'est une définition peut-être créée par Sébastien, que j'ai vu sur Internet il y avait très longtemps, où quelqu'un disait que dans le monde de l'Internet, une année c'est 3 mois. Et je dirais aujourd'hui, les décideurs, et en particulier dans notre pays, n'ont pas conscience de la vitesse à laquelle les choses vont, et le fait de repousser régulièrement de 1 année, de 2 années, on se retrouve très loin et on n'est plus en mesure d'innover et on est dépassé par les autres. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui doivent être prises, qui sont des décisions qui doivent être prises immédiatement. On n'est plus à l'ancienne époque où on peut prendre le temps de réfléchir à toute une série de questions. C'est le premier élément. Le second élément, c'est la capacité effectivement de rupture. On est dans un environnement, une société extrêmement conservatrice. C'est-à-dire on se réfère toujours, alors je suis historien de formation, donc je pense que je peux le dire sans qu'on me fasse de procès, mais on se réfère toujours au passé. Et on n'est pas une Afrique, on n'est pas un monde qui se projette. Il ne s'agit pas de nier notre passé, de rompre avec notre passé, mais l'enjeu, c'est de nous projeter, bien entendu, en nous appuyant sur tout le capital historique. On est le berceau de l'humanité, et si on veut être véritablement le futur aussi de cette humanité, il faut être capable de rupture, parce que ce n'est pas en reproduisant le passé que l'on ira loin. Et le troisième élément, je pense, qui nous retarde, notamment le monde francophone dans le domaine de l'innovation, c'est le fait que nous ne savons pas partager. La grande différence quand on regarde dans les secteurs éthiques avec ce qui se passe dans les pays anglophones, c'est que les gens se rassemblent pour innover. Et ça, c'est quelque chose qui est très vrai au Sénégal, c'est que chaque Sénégalais est plus intelligent que d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, et on pense toujours qu'on peut donner une leçon à l'autre. Et il y a une image que j'aime bien, c'est que vous allez devant un distributeur automatique, quelqu'un arrive, vous lui dites que machine de la Fapal. Il vous dit, ah, la Fapal. Il rentre dans le distributeur, il met sa carte. Lui, il veut vous montrer que lui là, il est plus malin que vous, et que le problème que vous n'avez pas réglé, lui, il va réussir à le régler. Je pense que quand, globalement, en tant que collectivité, on n'aura pas appris à travailler ensemble, non pas à vouloir montrer qu'on est plus intelligent que la personne qui est à côté de nous, mais qu'on est plus intelligent que les gens qui sont peut-être aujourd'hui devant, qui sont ailleurs, je pense que collectivement, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, nous irons beaucoup plus loin et nous serons capables d'innover. Mais pour ça, il faut partager. On ne peut pas être innovant, on ne peut pas être les premiers en étant seuls. Merci beaucoup. Et je note simplement qu'il y a une sous-utilisation de l'expertise locale. Ça a été décrié par certaines entreprises. Même si au niveau de la NSD, quand même, on a utilisé l'expertise locale. Mais je pense que de façon globale, c'est clair. Il y a une sous-utilisation de l'expertise locale et une focalisation plus tournée donc, vers l'extérieur, les accords extérieurs et même la sous-traitance extérieure. Et on préfère tout exporter, donner à des gens qui sont suffisamment riches déjà et leur demander de faire des choses que l'on sait faire ici même. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème que j'aimerais signaler quand même, c'est le manque, comme le disait notre expert tout à l'heure, la non-existence d'un plan national pour le numérique, le National, je crois, Digital Plan. Bon, ça aussi, ça pose problème. Et c'est le plus gros problème que l'on a, je pense, au Sénégal et en Afrique. Parce qu'il n'y a personne pour effectivement planifier cet essor du numérique, son lien nécessaire avec l'innovation et ce moteur puissant que ces deux constituent pour le développement de l'Afrique et pour l'émergence de l'Afrique. Je voudrais d'abord vraiment féliciter Sébastien pour le très brillant exposé. Et je prends à témoin Abdoussen, qui est là devant moi, avec qui nous partageons beaucoup de choses depuis presque 20 ans. Je peux dire que je prends à mon compte tout ce que vous avez dit. Et je pense qu'il faut le dire, parce que sur beaucoup de choses, on a presque les mêmes réactions. La question du temps, je commencerai par la ponctualité.
Ça, c'est une révolution et c'est une rupture. On ne peut pas construire l'innovation, etc., si on ne peut pas être ponctuel. Ça, c'est l'une des premières choses. Il y a le temps aussi de la décision, tu l'as dit. Je pense que c'est extrêmement important, le temps de la décision. On ne peut pas attendre. Quand vous agissez, par exemple, sur le secteur de l'éducation, vous prenez 1 année ou 2 années de retard, mais c'est 10 ans. C'est 10 ans après. Donc, il est extrêmement important, ces questions. Vous avez parlé de vision, de leadership et de plan stratégique. Je mets tout ça en même temps. Il y a un peu une dizaine d'années, je crois que Tidjane était là, c'était au King Fahd. Il y avait une réunion autour des stratégies, autour des TIC. Je me souviens, j'ai dit, le Sénégal doit se positionner comme le leader des TIC au niveau de l'Afrique. Mais on m'a tapé dessus. C'est jamais passé. Parce que les gens n'avaient pas conscience qu'on peut se poser la question, qu'on peut avoir une prétention de leadership. Si on n'a pas de prétention de leadership, et c'est valable dans tous les domaines de la vie de la nation, mais on ne peut pas progresser. Il faut quelque part qu'on se dise, on veut être devant, on veut être les premiers. Et on se construit les moyens de le faire. Mais si déjà ça, on s'interdit ce paradigme, ce n'est pas possible. Je pense que c'est extrêmement important. Et vous avez soulevé quelque chose en disant c'est un défi, c'est une ambition. Je suis entièrement... Moi, je mets 4 choses. Depuis des années, je le dis. Et je suis heureux que quasiment vous avez dit la même chose sans les lister de la même façon. Le numérique, les biotechnologies, et dedans je mets les OGM, parce que c'est quelque chose de tabou. Les biotechnologies, les technologies embarquées et la robotique. Nous pouvons être devant. Nous pouvons être devant. Parce que les prérequis sont essentiellement des prérequis de connaissance d'abord, et puis d'environnement. Mais faudrait-il que nous ayons envie, d'abord. Et pour avoir envie, évidemment, il faut une vision, il faut un leadership, il faut un plan stratégique, donc il faut une feuille de route. Alors, les STEM, ça a été dit, les STEM, on a une feuille de route. On a fait la concertation, on a un conseil présidentiel où le président a pris 11 décisions, ce qu'on est en train d'appliquer. On a une feuille de route, on sait 2012-2022, c'est ça qu'on va faire. On veut le faire avant. Et chaque acte est lié à un autre. Vous avez posé des questions sur la recherche, les salles de TP et autres. Il faut le faire. Nous avons 100 salles de TP que nous allons mettre en place à partir de cette année jusqu'en 2017. Cette année, on a 3 milliards dans le budget. Il faut mettre en place, permettre à nos chercheurs d'intervenir. Mais pour intervenir, il faut qu'ils aient les équipements lourds. S'ils n'ont pas les équipements lourds, ils ne peuvent pas, parce qu'aujourd'hui, tout est classifié, excusez-moi. Parce que les grands pays ne veulent pas que certaines choses soient dispersées. Donc, nous commençons cette année 2015 par de gros microscopes. Parce que ça polarise et le vivant et jusqu'aux matériaux, etc. De gros microscopes, on a 1 milliard pour faire ça. Ça va être le premier maillon de la Cité du Savoir dans le projet d'appui technique, recherche, innovation et émergence. Mais il faut une gouvernance. On n'avait pas de gouvernance de la recherche. Parce qu'on a fait une confusion. Le ministère avait la recherche biotechnologique, une direction de recherche scientifique, une direction de recherche technologique. Mais le ministère, ce n'est pas lui qui fait la recherche. Le ministère est dans la stratégie. Pas lui. La recherche, c'est les universités, c'est les labos, ce sont les instituts. En tout cas, on a changé ça. C'est au mois d'août dernier qu'il a été mis en place une direction générale de la recherche, avec 4 directions, planification et stratégie, financement et développement technologique,
innovation, transfert de technologie et propriété intellectuelle et promotion de la culture scientifique. Ce qui rejoint la question de M. Sow. Et pour cela aussi, si on veut promouvoir la culture scientifique, il faut bien que les gens aillent quelque part pouvoir être motivés, avoir des sources de motivation. C'est pour cela qu'on a déjà commandé le matériel pour le planétarium et nous allons construire 2015 un planétarium à Diamniadio, dans la Cité du Savoir. Planétarium plus mini-observatoire astronomique, pour qu'on ait déjà un premier maillon pour pouvoir pousser les jeunes à faire de la science et de la technologie. L'autre aspect, c'est dans cette Cité du Savoir, il est prévu, comment on appelle ça, des incubateurs, etc. Ça, j'y reviens pas. Alors, l'UCAD, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Qu'on est en train de solutionner un à un. Un premier problème très évident, qu'on a réglé à Saint-Louis depuis maintenant, je ne sais pas combien, 6 ans ou 5, 7 ans. C'est l'automatisation des inscriptions. Et avoir un système d'information. Ibrahima est en train de le faire avec, on a donné les équipements et tout, et ça paraît naturel. Vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez votre carte et votre attestation d'inscription, et que l'université elle-même ait une base de données, un système d'information qui lui permet de donner les informations fiables pour tous les utilisateurs, et que le recteur puisse prendre des décisions sur des choses qui sont très fondées. Ce n'était pas ça malheureusement. Donc ça, on y est, et ça a beaucoup de conséquences très lourdes. Des conséquences sur les malversations sur les bourses, des conséquences sur les retards dans les inscriptions, des conséquences même sur la non-prise en charge d'étudiants qui sont des ayants droit. Vous voyez, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont liées simplement à l'absence de ça. C'est encore le numérique qui est là. Mais le numérique, c'est aussi la modélisation. Beaucoup de choses aujourd'hui se font parce que, ça me l'a dit souvent, les mathématiciens. Parce que les mathématiciens, en réalité, être mathématicien, c'est simplement à peu près savoir résoudre des problèmes. Et ça, peu importe l'origine. Abdoussen, il fait de la modélisation sur l'eau, sur les maladies. J'ai un autre ami qui fait sur autre chose, etc. Donc, il suffit que la question, le problème soit clair, que les liens rationnels soient bien définis, et le mathématicien peut travailler. Donc, on en a beaucoup, et ça, on a beaucoup de jeunes brillants. C'est en ce sens-là que le mythique, mathématiques, informatique, technologie de l'information et de la communication de l'UGB a été sélectionné comme centre d'excellence. Et ça va donner beaucoup de, je dirais, d'attrait à notre pays, parce que des gens viendront de partout pour se former dans le 3e cycle et développer des recherches. Il y a beaucoup de recherches en simulation qui ont apporté quelque chose, parce qu'on n'en parle pas. Je donne un exemple. La vaccination, le protocole de vaccination de l'hépatite B, c'est grâce à un résultat d'une thèse co-encadrée par Saint-Louis, l'UCAD, qu'on a démontré que le protocole de l'OMS n'était pas le bon. Et c'est ça qui a entraîné, sous le couvert du professeur Aminata Sall Diallo, c'est ça qui a amené le changement de protocole pour l'Afrique. Ça, on ne le dit pas. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça sur ce type de questions. Donc, c'est les maths associées au numérique qui permettent d'arriver à des questions, des solutions. Je pense qu'il faut, ce qui ressort aussi, qui est une question générale, il faut avoir confiance aux Sénégalais. Et que les Sénégalais, on ait confiance entre nous. C'est les deux choses. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à l'étranger de faire, nous pouvons le faire. Moi, en tout cas, les jeunes que j'ai vus dans nos universités sont aujourd'hui capables de faire de développer des applications vraiment sur énormément de choses. Énormément de choses. Mais comme on dit, on ne se lève pas un jour et on marche. Peut-être ceux qui ont reçu une onction divine.
On apprend à marcher, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe. Et puis à un moment, tiens, on est bien debout et on marche et on court. Tous les pays ont fait comme ça. Donc il faut faire confiance à nos jeunes. Et c'est pour cela, au niveau en tout cas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, toutes les applications que nous sommes en train de développer, c'est fait par des Sénégalais. Campus N, c'est des Sénégalais. L'université virtuelle du Sénégal, j'ai tenu moi-même, avec l'équipe qu'on a mis en place, de dire nous ne voulons pas d'expertise extérieure tant que l'affaire ne marche pas. Et tout ce qui a été fait, c'est exclusivement développé par des Sénégalais. La même chose pour l'application des bourses qui est en train d'être faite, ainsi de suite. Parce que nous avons les jeunes pour ça. Nous avons aussi des enseignants qui sont capables de le faire. Le financement, je ne reviens pas sur le financement global. Moi, je viens juste sur le financement qui m'intéresse, ce qui va vers l'enseignement supérieur. Je pense que le Fonds universel et l'ARTP commencent à changer un peu. Et je les encourage dans cette voie. Parce que j'étais recteur, j'étais directeur du FR, je suis venu à l'époque N fois, et je me morfondais à pleurer à voir ces structures financer des combats, financer des danses, financer des choses. Il y a quand même 15 jours, le Fonds universel, la RTP, nous ont payé l'abonnement pour 3 ans de 2 fois 155 mégas de notre bande passante. Donc je leur dis merci, mais je les encourage parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Moi, je souhaite qu'ils me construisent des ENO dans les départements. C'est la même chose pour la Sonatel et Tigo. La Sonatel nous a aussi aidés en donnant pour l'abonnement pour les étudiants 2000 francs par mois. Tigo aussi a fait la même chose. Mais ce que je souhaite de la Sonatel aussi, qu'elle me construise des ENO. Parce que ça fera, parce que je sais que c'est dans ses cordes. Voilà. Donc c'est ce type de choses, je pense, ça devrait nous... Alors, le numérique, je pense que pour une des étudiantes, c'est pas que pour les scientifiques. C'est vrai que les scientifiques, c'est la machine, c'est vraiment... Mais tout le monde a sa place dedans. Et il y a un volet qui est extrêmement important. C'est le volet des arts et de la culture, où l'Afrique a énormément à apporter. Vous savez, les Asiatiques ont envoyé avec les dessins animés, les images 3D, etc., etc. Mais là, l'Afrique a sa place, parce que nous avons un patrimoine immatériel tellement immense que ça peut permettre de créer énormément de start-up, de G, etc. et de développer cela. Ça, on n'a pas besoin d'être scientifique. Il faut juste avoir un peu l'esprit artistique et apprendre les outils pour faire ça. Votre Wi-Fi va changer. C'est Ibrahim Niang qui est là. Ils ont déjà la Sonatel, je cite, c'est elle qui nous a vendu les 2 fois 155. Elle a déjà installé les appareils. Ils sont en train de connecter les universités. Et le Fonds de service universel nous a donné 28 millions pour l'audit des Wi-Fi des campus. Donc normalement, dans quelques semaines, ça devrait être très bien. Si tout passe. Voilà. Alors, le lien, c'est vrai, il faut que les universités aient des structures. Parce que les universités, c'est plus simplement former et vous vous débrouillez pour vous insérer. À l'époque, à Saint-Louis, on avait la DIR, la direction de l'insertion et des relations avec les entreprises. Et on avait un comité. Alors, le gouvernement a introduit une loi qui va être votée dans les jours à venir. C'est la loi relative aux universités, qui va aider les universités à aller plus vers les entreprises. Dans cette loi, il va être créé un conseil d'administration de 20 membres. Les 10 membres vont venir du monde socio-économique.
Et le président du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration vont provenir du monde socio-économique. C'est une manière dans la gouvernance d'imprimer une volonté politique qui est de dire l'université doit être au service de la nation et de l'économie. Et donc, voilà un peu encore une fois, félicitations. Vraiment, je suis ravi d'être là et merci encore. Bien. Il y a beaucoup de questions, un certain nombre d'interpellations et puis un certain nombre de contributions. Alors, je vais essayer de répondre en regroupant un peu les sujets parce qu'il commence à être tard et il faut qu'on aille vaquer à d'autres occupations. Bravo à l'ANSD. Vous êtes sur la bonne voie et j'espère que vous ferez des émules. Je rectifie. Alors là, on a beaucoup cité la Sonatel. Je ne vais pas entrer dans un débat sur les sujets de Sonatel. Parce que je l'ai fait pendant très longtemps et aujourd'hui, je ne peux même plus le faire escalité. Je vais juste dire que la Sonatel, évidemment, en tant qu'entreprise privée, a une responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires et vis-à-vis des autres parties prenantes. Sonatel a une responsabilité spéciale, je pense, et ils en sont conscients en tant que première entreprise du pays et de très loin. Je pense que les autorités de Sonatel, le directeur général de Sonatel, que je connais très bien, en est absolument conscient et je pense est en train de prendre des dispositions pour que cela soit ainsi. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas exagérer le rôle d'un acteur, qui qu'il soit, dans un environnement comme ça, notamment d'un acteur privé. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour parler du rôle de l'État, c'est une boutade. L'État pour tout. Pas tout à fait vrai, mais en matière, mon ami Dédé a parlé de l'environnement, d'autres ont parlé du régulateur. En matière d'environnement du secteur, de cadre dans lequel un secteur économique, quel qu'il soit, doit évoluer, c'est l'État qui doit définir les règles du jeu. L'État a tout en main pour définir les règles du jeu. Et ça, c'est sa responsabilité. Il ne faut pas que les acteurs, qu'on demande à des acteurs de se substituer à l'État, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur puissance, ils ne le feront pas vraiment. Et s'ils le font, d'ailleurs, ils risquent de tirer la couverture à eux. Donc, il faut faire très attention. Je pense que l'État doit prendre sa place, jouer son rôle dans notre secteur comme dans tous les autres secteurs. C'est tout juste ce que je dirais sur les interpellations concernant Sonatel. Il y a des gens qui sont aujourd'hui plus qualifiés que moi pour pouvoir répondre à ces interpellations-là. Peut-être pour terminer juste, c'est un devoir, parce que ce que Dédé a dit est important, c'est un devoir, et ça c'est la base, c'est un devoir, c'est une obligation pour un opérateur, quel qu'il soit, d'offrir un service de qualité. Ça c'est la base du contrat qui lie l'opérateur, quel que soit le domaine économique dans lequel il évolue, avec ses clients. Ça c'est une obligation contractuelle. Donc quand on ne remplit pas ces obligations contractuelles, normalement, on doit tomber sous le coup de la loi ou de quelque chose comme ça. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Le rôle de l'État, je viens d'en parler, le rôle de l'État, des États dans le futur, je pense que c'est Yann qui a posé cette question-là. Moi, je pense, quelle que soit la façon dont le monde va évoluer, les États, qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient des macro-États, devront jouer leur rôle. Moi, ça c'est l'opinion personnelle. Je pense que le monde actuel a un déficit de régulation. Et c'est pour ça que certains types de criminalité prospèrent, et de la criminalité de haut niveau prospère, et une certaine prédation dans certains domaines, notamment dans le domaine financier, prospère, c'est parce qu'il n'y a pas de régulation. Je pense qu'on doit réguler davantage le monde
peut-être pas au niveau des micro-États, mais à des niveaux supérieurs pour qu'on soit dans un monde qui ne risque pas d'exploser. J'entendais quelqu'un, un éminent spécialiste, économiste, écrivain, dire que dans ses analyses, il pense qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale parce qu'il y a trop de déséquilibre et il y a un manque de régulation dans ce monde. Donc je pense que la régulation, elle doit être présente, elle doit être forte. Et une régulation forte, c'est une régulation qui est compétente aussi. On a un peu parlé de la problématique de l'analphabétisme, de l'illettrisme par rapport au numérique. Moi, j'ai fait faire une étude dans mes dernières fonctions. J'ai fait participer quelqu'un de mon équipe à une étude que mon groupe faisait, au Sénégal d'ailleurs, sur l'analphabétisme par rapport au TIC. En fait, on se rend compte, et ça c'est un sujet d'ailleurs que je n'ai pas abordé, on se rend compte de l'importance du vocal, je reviendrai là-dessus, mais on se rend compte qu'on n'est pas tous illettrés, enfin, on n'est pas tous illettrés. Ceux qui sont illettrés ne le sont pas de la même façon. Il y a des degrés différents. Il y en a qui ne savent pas bien lire, mais qui savent un peu lire, qui reconnaissent les chiffres et autres, et qui peuvent se débrouiller tout seuls pour utiliser les services, on le voit tous les jours dans notre environnement. Il y en a qui peuvent écrire un peu, qui arrivent à écrire, et qui aussi peuvent utiliser des services un peu plus compliqués. Alors, il y en a qui ne savent rien faire, qui se font aider par d'autres. Donc, faut distinguer les niveaux et les degrés d'illettrisme. Mais la conclusion de cette étude-là, et ça, moi je m'en doutais un peu, c'est utiliser le vocal. On est quand même dans des sociétés où on utilise beaucoup la voix pour communiquer. Utiliser le vocal. Vocal n'est pas antinomique avec numérique, avec modernité. Parce qu'il y a beaucoup de travaux dans le domaine du vocal, pour faire de la synthèse vocale, pour faire de la reconnaissance vocale, etc. Il y a des choses, mais qui sont très structurées, qui sont faites. Et d'ailleurs, il y a une société qui s'est installée à Dakar, dont je connais les promoteurs, qui sont des chercheurs et qui ont développé des algorithmes très intéressants, pas des Sénégalais, mais ils ont une succursale ici et qui travaillent dans le domaine du vocal. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à exploiter, à explorer dans ce domaine-là en Afrique. Et il y a des solutions. Utiliser le vocal avec une expérience client correcte, une expérience utilisateur correcte, vous y arriverez, vous arriverez à faire utiliser tous les services possibles et imaginables aux utilisateurs. D'ailleurs, cette société-là a fait une petite calculette qui parle Wolof, pour vous dire. La problématique de la sécurité. Alors, j'ai dit au début de mon intervention que j'avais un parti pris. J'avais fait exprès de parler plus des opportunités que des menaces. Parce que le sujet de la sécurité, il est extrêmement vaste et ça fait partie des bases. Comme l'infrastructure de qualité, une bonne sécurité fait partie des bases numériques. Une base. Donc, j'en ai pas parlé, mais c'est un sujet qu'on peut débattre et qui peut faire l'objet d'un exposé exhaustif dans tous les sens. Là, on parle du numérique, parce que c'est vrai qu'il y a des menaces, il y a de la cybercriminalité, etc. Quand on met en place des solutions numériques, une infrastructure numérique, il faut penser sécurité à la base. C'est la même chose que l'infrastructure qu'on met en place, il faut y penser à la base. C'est clair. Alors, les données sont hébergées ici ou ailleurs, ça devient de moins en moins important. Les données, il faut qu'elles soient sécurisées, accessibles tout le temps, peut-être hébergées en plusieurs points du globe, pour que ça soit vraiment disponible et accessible. Vouloir héberger toutes ces données dans son petit pays, je ne suis pas sûr qu'on soit plus en sécurité qu'en l'hébergeant en 15 autres points du monde. J'en suis pas sûr. Mais ça peut être un débat. Alors, la question de la langue aussi, on fait du numérique dans toutes les langues. On fait du numérique dans toutes les langues. On peut le faire en locales, on peut le faire en Wolof,
le faire en pulaar, le faire en séréer, en diola, on peut le faire. Les travaux sur la synthèse vocale, la reconnaissance vocale sont tellement avancés, on peut faire plein de choses qu'on imagine, on peut le faire aujourd'hui. C'est pas des choses du futur. Ces travaux-là, ces solutions-là existent, on peut les adapter à nos langues, et il y a des gens qui ont travaillé sur plusieurs langues de notre sous-région et qui peuvent développer des solutions numériques dans ces langues-là, et ça va permettre que les populations se les approprient le plus facilement possible. L'État, j'en ai parlé, le plan, il n'y a pas de plan. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan. Il y a eu des travaux pour construire un plan, mais il n'y en a pas. Pas parce qu'il y a eu des travaux qu'il y a un plan. Diagnostic, on peut faire tout ce qu'on veut, les acteurs se sont réunis, ils se sont parlé, ils ont défini des choses très intéressantes, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de plan. Question du financement, activité innovante, financement innovant. J'ai fait de pas parler du financement. Très simplement, nous ne voyons pas encore émerger dans notre environnement ici des solutions innovantes de financement. J'espère que ça va arriver, te connaissant que tu as travaillé dans ce sens-là, pour que les secteurs qui sont potentiellement innovants puissent vraiment innover. Le financement innovant, l'innovation, c'est un peu compliqué. Je disais dans mon exposé que l'innovation, c'est de la croyance, mais l'innovation, c'est de l'incertitude. Financer un secteur incertain, il est clair que ce n'est pas nos banques classiques qui le font. Jamais. Il faut trouver des véhicules de financement appropriés à ce secteur-là. J'ai confiance à Pape Demba et à sa structure et tout l'environnement qu'il draine pour qu'on trouve des solutions. Il y a d'autres acteurs qui sont en train de mettre en place des choses de ce genre-là dans notre pays. Alors, on m'a interpellé sur des plans d'action, sur des solutions que je préconise, etc. Dans ce effet, j'ai beaucoup écrit ces derniers temps sur le secteur. Beaucoup écrit et j'ai publié quelque chose, je pense, en juillet 2013 dans le journal ici. C'est ce que je pense qu'il fallait faire dans le secteur. Même aller trop loin, et je disais dans l'article, j'ai même proposé une vision. Et j'ai proposé un certain nombre d'axes stratégiques. Ce document-là, c'est un document que je transmets à tout le monde. Mais sachez que depuis je crois, une quinzaine de jours, mais pas beaucoup plus que ça, si je ne me trompe pas, dans Google, il y avait en fait avant Google Translate. Vous mettez un texte en français ou en arabe pour vous le traduire dans une autre langue. Eh bien, depuis quelques jours, vous parlez directement. Vous mettez devant Google, vous utilisez le truc oral et on vous le traduit. De l'autre côté, dans une langue et vice-versa. Voilà. C'est Skype. Voilà, en Skype, entre l'anglais et l'espagnol, tu peux faire le Skype en direct. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont là, mais bienvenue à ces nouveautés et utilisons-les à fond, et je pense que ce sera le bien pour tous. En tout cas, merci infiniment d'être restés. Et finalement, on est presque plus nombreux qu'au début. Je pense que tout le monde a pu, disons, bénéficier de telle ou telle bribe de connaissances dans cette discussion fort riche, avec toutes ces informations et ces belles interventions que nous avons eues. Merci infiniment donc au professeur Maritonyan. Je pense que c'est lui qui aura peut-être même le dernier mot, n'est-ce pas? C'est bien ça? Non. Oui. Ah bon, ok. Je repasse la parole. Voilà. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le Président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, Messieurs les invités d'honneur, camarades anciens enfants de troupe,
chers invités, messieurs, mesdames. Nous voici au terme de notre conférence sur le numérique, l'innovation et le développement de l'Afrique, présentée avec brio par notre camarade Elhadji Samba Sène. Orfèvre en la matière, il est vrai, à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations. Il est Elhadji, hein, il faut le dire. Sans risque d'être contredit, nous pouvons affirmer ici que les fruits de la conférence ont porté la promesse de ces fleurs, et ceci à plusieurs égards. Les contributions et les débats qui ont suivi ont également été de très haute facture. Aussi, voudrions-nous tout d'abord rendre un vibrant hommage aux hautes et importantes autorités civiles et militaires qui ont bien voulu honorer de leur présence, nonobstant leur calendrier très chargé, en particulier Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Mary Teuw Niane, l'honorable député Alassane Ndoye et sa forte délégation. Notre gratitude va également à l'endroit de Monsieur le Président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, qui est notre cadet à l'école militaire, Monsieur Abdoul Niang, et à travers lui, tous les camarades du bureau de l'Amicale, tous les anciens enfants de troupe, sans distinction de promotion. Le président de l'Amicale n'a eu de cesse de nous manifester tout au long de ses préparatifs entière disponibilité et sollicitude fraternelle. Mais également, au niveau de ces anciens enfants de troupe, nous adressons nos sincères félicitations au risque de toucher un peu leur modestie. Thierno Talla, directeur de l'AS, qui est tout le temps disponible en tout ce qui concerne les anciens enfants de troupe. Et notre cadet Laye Gaye, qui est vraiment notre boy scout. Mais à tout seigneur, tout honneur, dit l'adage. Parmi les camarades de la grande famille des enfants de troupe, nous remercions particulièrement ceux qui ont soutenu financièrement cette organisation, notamment Global Voice Group et Money Express, ainsi que ceux de la promotion 1972 qui ont voulu garder l'anonymat par modestie. Nous remercions également la Poste esthétique de leur soutien, ô combien important. Permettez-nous, avant de finir, de réserver une mention particulière à nos amis de la commission d'organisation, sans qui, assurément, nous ne serions pas réunis aujourd'hui. Ils ont abattu un travail de fourmi, avec très peu de moyens. Enfin, et c'est là où nous voulons terminer, toute la promotion 1972 décline solennellement sa reconnaissance à notre camarade Abdoul Aziz Diallo, qui a eu la magnifique initiative de nous rassembler en 2012 pour célébrer le 40e anniversaire de notre entrée au Prytanée militaire. À cette occasion, il avait fait venir même nos anciens professeurs de France, M. Nort, âgé de 85 ans alors, et son épouse, M. et Mme Ilion, et certains professeurs du Sénégal, dont M. Diagne, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, que nous remercions très sincèrement.
Nous remercions également nos camarades de l'extérieur, nos ex-encadreurs militaires aussi, qui ont toujours été avec nous jusqu'à présent. Aziz Diallo, malheureusement, n'a pas pu être parmi nous parce qu'il est empêché, mais aussi parce qu'il est très loin du Sénégal, il est en Nouvelle-Calédonie. C'est dans le cadre de l'entretien de ce flambeau qu'il avait allumé, bâti sous le culte de la solidarité et de la fraternité agissante et du compagnonnage, que nous avons organisé la conférence d'aujourd'hui. Tout ceci donc, c'est la suite de cette initiative. Mesdames, Messieurs, chers invités, la promotion 72 remercie tous ceux et celles qui ont fait le déplacement et tous ceux et celles qui nous ont soutenus de près ou de loin. Je vous remercie. À une autre conférence sous peu. Merci.